Bienvenue pour ce nouvel exemple de recherche des extrémums locaux d'une fonction de deux variables. Là encore, l'épisode 4 est un prérequis incontournable pour mener à bien notre étude de la fonction f définie par f de x et de y égale x sur y plus y sur x. Cette fonction elle est définie pour x différent de 0, faut pas que le dénominateur s'annule ici, et pour y différent de 0, puisque le dénominateur d'ici ne doit pas s'annuler non plus. Donc dire que la fonction est définie pour x différent de 0, ça revient à dire x appartient à r étoile, et pour y différent de 0, ça veut dire qu'y appartient à r étoile aussi. Autrement dit, la fonction est définie sur r étoile croix r étoile. Donc l'objectif, c'est de déterminer tous les extrémums locaux de notre fonction f ici définie, et donc de déterminer ces extrémums sur r étoile croix r étoile. Donc lorsqu'on représente dans le plan tous les points de r étoile croix r étoile, c'est en fait tous les points roses du plan, sauf les deux droites d'équation x égale 0 et y égale 0, c'est-à-dire en fait la droite verte qui est là et la droite rouge qui est là. Donc on exclut ces deux droites-là et ça nous donne vraiment tous les points de r étoile croix r étoile. Donc à partir de cette représentation géométrique, si on veut, on peut très bien démontrer que r étoile croix r étoile est un ouvert de r au carré. Donc s'il y a besoin, il faut peut-être aller revisionner la vidéo qui s'intitulait c'est quoi un ouvert de r carré pour se rendre compte qu'on a bien affaire à un ouvert ici, enfin un ouvert de r carré. Et donc parce que on a bien un ouvert de r au carré, on va pouvoir s'appuyer sur le résultat ou les résultats même qui ont été énoncés dans l'épisode 4, et donc on va pouvoir suivre les étapes suivantes. Donc on va d'abord calculer les dérivées partielles premières pour pouvoir déterminer les points critiques de la fonction, puis une fois qu'on aura fait ça, on va calculer les dérivées partielles secondes pour aller appliquer la règle du RT moins S au carré. Donc concrètement, lorsqu'on veut calculer les dérivées partielles premières, on va d'abord aller calculer la dérivée partielle par rapport à x. Donc il faut voir f de x et de y comme une fonction en x avec y qui est une constante. Donc on peut réécrire la fonction sous cette forme-là, en disant que c'est 1 sur y fois x plus y fois 1 sur x, de sorte que le 1 sur y et le y qui est là sont tous les deux vus comme des constantes par rapport à x. Donc quand on va dériver, ça va nous faire la constante 1 sur y fois la dérivée de x, donc ça va faire 1 sur y fois 1, donc 1 sur y, et après plus la constante y fois la dérivée de 1 sur x par rapport à x, c'est-à-dire moins 1 sur x carré. Donc plus y fois moins 1 sur x carré, ça nous fait bien moins y sur x au carré. Maintenant qu'on a fait la dérivée partielle par rapport à x, on va aller chercher la dérivée partielle par rapport à y. Donc là, il faut considérer la fonction f ici avec y qui est la variable et x qui est constant. Donc on va on va plutôt réécrire l'expression de la fonction comme ceci. Donc x fois 1 sur y plus 1 sur x fois y. Et donc quand on dérive par rapport à y, on va voir x qui est là et le 1 sur x qui est là. On va voir ces deux termes-là comme des constantes évidemment en y. Donc quand on va dériver, ça va nous faire x multiplié par la dérivée de 1 sur y par rapport à y, donc ça fait x fois moins 1 sur y carré, d'où le moins x sur y carré écrit ici, plus la constante 1 sur x fois la dérivée de y par rapport à y, donc plus 1 sur x fois 1, et donc du coup plus 1 sur x. Donc maintenant qu'on a calculé les dérivées partielles premières, on est en mesure d'aller déterminer les points critiques de la fonction. Donc on rappelle que le couple AB est un point critique de la fonction si les deux dérivées partielles de f calculées en AB donnent 0. Donc ça revient pour pour trouver les points critiques, ça revient à résoudre ce système-ci. Donc en remplaçant les deux dérivées partielles par leurs expressions, ça nous donne ce système-là qu'on doit aller résoudre. Donc on s'intéresse d'abord à la première équation, donc 1 sur y moins y sur x carré égale 0, qu'on va réécrire. Donc en ajoutant y sur x carré des deux côtés du signe égal, ça nous donne 1 sur y égale y sur x au carré.
histoire de me débarrasser des fractions aussi bien à gauche qu'à droite. Pour me débarrasser de celle de gauche, je vais multiplier par y à gauche et à droite. Et je vais faire pareil pour me débarrasser du dénominateur qui est x carré ici. Je vais multiplier par x carré à gauche et à droite. Ce qui va me donner, en fait, à gauche, je vais avoir x carré égale à droite y carré, mais que j'ai préféré ici écrire y carré égale x au carré. En soustrayant par x carré des deux côtés, je vois que ça va me donner y au carré moins x au carré égale à droite x carré moins x carré, c'est-à-dire 0. Et maintenant, j'ai ici la différence entre deux carrés. Donc c'est une identité remarquable, et donc l'identité remarquable y carré moins x carré, ça me donne y moins x entre parenthèses fois y plus x entre parenthèses aussi égale 0. J'ai donc un produit qui est égal à 0, donc forcément un produit est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Donc ça me donne soit premier cas y moins x, le premier facteur qui est nul, c'est-à-dire y égale x, soit deuxième facteur qui est nul, c'est-à-dire y plus x est égal à 0. Mais y plus x est égal à 0, ça peut aussi s'écrire y égale moins x. Alors maintenant, si on regarde bien, si on suppose que y égale x, puisque ça provient de notre première équation là dans notre système, eh bien en fait, si j'ai y qui vaut x, eh bien si je regarde maintenant ce que ça raconte sur la deuxième équation, si je remplace y par x, ici je vais avoir x au carré. Donc j'ai moins x sur x au carré, ça me fait moins 1 sur x, et moins 1 sur x plus 1 sur x, ça me fait 0 tout le temps. Donc en fait, si j'ai y égale x qui provient de ma première équation là dans mon système, la deuxième équation va être automatiquement vérifiée. De même, si je prends y qui vaut moins x, je remplace le y ici par moins x dans la deuxième équation. Quand je vais faire y au carré, ça me fait donc moins x, le tout entre parenthèses, au carré. Donc ça me fait du x carré. Et moins x sur x carré, ça fait moins 1 sur x, plus 1 sur x, ça me fait encore 0. Autrement dit, dès que j'ai y qui vaut x, je vais avoir les deux équations qui sont vérifiées. Et si j'ai y qui vaut moins x, les deux équations seront vérifiées aussi. Autrement dit, en fait, tous les couples xy qui vérifient notre système, ce sont soit les couples xy qui vérifient y égale x, soit les couples qui vérifient y égale moins x. Donc ça, si on pense en termes de géométrie, ça nous donne deux droites, c'est-à-dire que dans le plan, en fait justement, tous les couples xy qui vérifient y égale x, ça nous donne la droite qui est ici, et tous les couples de coordonnées xy avec y qui vaut moins x, ça me donne cette droite-là. Donc en fait, ici, on a une infinité de points critiques, puisque tous les points de ces deux droites-là sont des points critiques de la fonction. Donc on a une infinité de points critiques. Ceux qui sont sur la droite d'équation y égale x, en fait, c'est tous les couples xy avec y égale x, donc c'est tous les couples xx, si on veut, mais que j'ai préféré écrire ici les couples alpha-alpha, avec alpha dans R étoile, puisque de toute façon, depuis le début, par rapport à l'ensemble de définitions, on peut pas avoir aucune des deux coordonnées qui est nulle, donc forcément alpha est dans R étoile, et tous les points de coordonnées xy avec y qui vaut moins x, donc c'est donc les couples x moins x, et j'ai préféré les noter bêta moins bêta, donc encore là avec bêta dans R étoile. Donc maintenant qu'on a déterminé les points critiques, il nous faut appliquer la règle du RT moins S carré, et pour ça, il nous faut déjà aller calculer les dérivées partielles secondes. Donc à partir de la dérivée par rapport à la dérivée première par rapport à x, on va aller calculer cette dérivée seconde là. Donc c'est-à-dire qu'à partir de celle-ci, on dérive celle-ci par rapport à x à y constant. Je vous laisse regarder ça de près, mais ça nous donne 2y sur x au cube. Ensuite, pour cette dérivée seconde là, soit on part de la dérivée partielle par rapport à x et on la dérive par rapport à y à x constant, et on voit que ça nous donne moins 1 sur y carré, moins 1 sur x carré, ou alors on part de celle-ci, la dérivée par rapport à y, qu'on dérive par rapport à x, donc à y constant, et on récupère toujours le même résultat. Et enfin, la dernière dérivée seconde qui est celle-ci, que l'on va obtenir en partant de la dérivée de f par rapport à y, qu'on dérive par rapport à y, à x constant, et ça nous donne 2x sur y au cube.
Donc maintenant qu'on a nos dérivées partielles secondes, on va pouvoir appliquer la règle du RT moins S carré. Donc pour commencer, on va s'intéresser au point critique alpha alpha, avec alpha dans R étoile. Donc il faut calculer R, S et T qui sont les dérivées secondes calculées au couple alpha alpha. Donc pour R, ça va nous faire 2 alpha sur alpha cube. Donc ça fait, en simplifiant par alpha, 2 alpha sur alpha carré. 2 sur alpha carré, pardon, parce que ça faisait 2 alpha sur alpha au cube, donc ça fait bien 2 sur alpha carré, et ainsi de suite, ça nous fait S qui vaut moins 2 sur alpha carré, et T qui vaut 2 sur alpha carré. Donc quand on fait RT moins S carré, on remplace par les valeurs, on se rend compte que ça fait 4 sur alpha puissance 4 moins 4 sur alpha puissance 4, et en fait ça fait 0. Donc là on est dans le cas le plus délicat de la règle du RT moins S carré, puisque dans cette situation-là, il n'y a pas un résultat tout cuit, si on peut dire, et on est obligé de réfléchir un peu plus. Pour gérer cette situation dans laquelle RT moins S au carré est égal à 0, on va suivre ce que l'on a raconté à l'épisode 4. Donc pour l'instant, on s'appuie sur une vision géométrique de la situation. Donc on a le point critique de coordonnées alpha alpha, qui est ici sur la droite d'équation y égale x. En voyant ça donc dans le plan en 2D, mais il faut aussi anticiper les choses et voir ce qui peut se passer en 3D, puisqu'on va aussi visualiser le graphe de la fonction en 3D. Donc dans ce cadre-là, ce que l'on voit ici à gauche dans le plan, il faut en fait le voir au sol en 3D. Donc c'est-à-dire que là on a vraiment le plan rose ici en 3D, c'est vraiment le rose qu'on a ici côté gauche. On a l'axe rouge ici qui est l'axe des abscisses qu'on a ici aussi. L'axe vert ici c'est l'axe des Y qu'on a ici. Et donc on retrouve bien là le point A' que j'ai noté ici de coordonnées alpha alpha. Donc X qui vaut alpha, Y qui vaut alpha. Ici en fait on a le point A' avec X qui vaut alpha, Y qui vaut alpha et donc Z qui vaut 0, puisque on est ici dans le plan horizontal qui correspond, si on veut, au sol, donc au plan X ou Y. Et donc on a Z en vertical. Donc dans l'épisode 4, on avait vu de toute façon que lorsqu'on a RT moins S carré qui vaut 0, en un certain point critique, il faut commencer par calculer F du point critique. Donc ici on va calculer F de alpha alpha. Donc ça nous fait alpha divisé par alpha plus alpha divisé par alpha. Donc ça fait 1 plus 1 qui nous donne 2. Et donc tout l'enjeu maintenant, ça va être de visualiser en 3D là, ce qui se passe en fait au niveau du point critique. Mais au niveau du point critique, ça va pas se jouer au niveau du point A', mais ça va se jouer au niveau du point qui a la verticale de A' et qui est à hauteur 2. Puisque de toute façon, quand on a le point critique qui est de coordonnées A, B, il faut se placer en 3D au point de coordonnées A, B, F de A et de B. Donc ici, comme F du point critique, ça fait 2, en fait, il suffit juste de se placer au point A, ici, qui est à la verticale de A', mais A qui est à hauteur 2. Et on a vu qu'il faut donc savoir, être capable de dire si F de XY est supérieur ou égal, ou alors inférieur ou égal, ou alors ni l'un ni l'autre, à F de alpha alpha, c'est-à-dire ici à 2. Mais comme c'est une question d'extrémum local, savoir si c'est plus grand ou plus petit, etc., ça se joue uniquement autour du point A ici, donc en fait autour du point A', et c'est pour ça qu'il faut se placer sur un disque centré en A', et avec un rayon, a priori pour l'instant, quelconque, qu'on va noter epsilon. Donc soit on voit le disque orange ici dans le plan X ou Y, mais dans la version de gauche, soit on voit le disque orange ici, au sol, dans le plan X ou Y, mais c'est exactement la même situation. Et ce qu'il faut voir maintenant, c'est que quand on veut savoir si f de xy est plus grand ou plus petit, etc. que 2, en fait, ici, au niveau de l'animation 3D qu'on va effectuer, en fait, il faut voir si, pour tous les couples xy que l'on va prendre dans le disque orange, en fait, f de x et de y, ça va représenter les points au-dessus de ces points, enfin, en fait, les points qui sont au-dessus du disque orange, et on va vouloir voir s'ils ont une hauteur
plus grande ou pas que la hauteur 2. Donc ici, en fait, la hauteur 2 va être représentée par le disque gris ici. En fait, le disque gris, il passe par A, il est horizontal, et c'est le plan horizontal qui est à la hauteur 2. Alors, on voit ça un peu mieux dans cette petite animation, même s'il y a 3 fois rien, mais au moins ça permet de voir que ici on est vraiment à la hauteur 2, et on va se demander si les points de la surface sont au-dessus ou en dessous de ce disque gris, et ça va traduire le fait qu'on a éventuellement maximum ou minimum local. Donc maintenant qu'on a précisé ça, en fait on revient à nos moutons, c'est-à-dire que se demander si f de xy est plus grand ou plus petit que 2, alors que f de alpha alpha, il vaut mieux, mais ça on l'avait déjà vu à l'épisode 4, il vaut mieux faire la différence entre les deux expressions et se demander si c'est plus grand ou plus petit que 0. Autrement dit, on va calculer f de x et de y moins f de alpha alpha, et on va se demander quel est le signe de cette expression. Donc dans un premier temps, on écrit déjà ce que l'on a, c'est-à-dire que ça nous donne x sur y plus y sur x moins 2, et en travaillant sur cette expression-là, on veut avoir des infos sur le signe de l'expression. Donc là, compte tenu de la somme de fractions, etc., il vaut mieux tout mettre au même dénominateur. Une fois qu'on a fait ça, on reconnaît une identité remarquable au numérateur, et on reconnaît précisément qu'on a x moins y le tout au carré, divisé par x fois y. Et donc il faut maintenant penser quel est le signe de cette expression-là, et non seulement, pas simplement quel est le signe en toute généralité, mais surtout quel est le signe de cette expression-là sur un disque orange de ce type-là, c'est-à-dire centré au point critique, avec un rayon pour l'instant qu'on n'a pas encore trop identifié. Qu'est-ce qu'on peut raconter là-dessus? Donc déjà, ce qu'on peut raconter, c'est que x moins y, le tout au carré, c'est le carré d'un nombre réel. Donc c'est forcément positif. Donc dans l'étude du signe de l'expression, ce qui compte surtout, c'est x multiplié par y. Alors si on regarde bien sur le dessin qu'on a ici, eh bien en fait, si on reste vraiment sur le disque qui est représenté sur ce dessin-là précisément, on se rend compte que tous les points du disque orange, ils auront tous une abscisse qui sera positive. Et tous les points du disque orange auront une ordonnée ici, y, qui sera aussi positive. Donc si on travaillait sur un disque comme celui-là, en fait on aurait le x qui est positif, le y qui est positif, donc le produit des deux qui reste positif. Au numérateur, on a le carré d'un réel qui est aussi positif, donc globalement tout ça, ça nous donne un nombre positif. Bon, là où il faut faire attention, c'est que si le rayon du disque est trop grand, eh bien le disque ne va plus rester dans le quart supérieur droit là du plan, c'est-à-dire que là ici on déborde dans le x négatif, donc on pourrait avoir dans le disque orange des points donc de coordonnées x, y avec x ici, quand on est à droite de la droite verte justement on a un x positif, mais à gauche on aurait un x négatif, et on pourrait plus contrôler le signe de notre expression. Mais justement, tout l'enjeu c'est de se dire, on va trouver un disque qui va rester à coup sûr dans le quart supérieur droit. Et si on réussit à faire ça, eh bien, on aura gagné. Et donc ça doit marcher, ça doit fonctionner pour n'importe quelle valeur de alpha, quoi. Donc même si A' ici arrive plus haut ou plus bas, voire carrément côté gauche ici, dans le quart inférieur gauche du plan, il faut qu'on trouve une façon de s'en sortir. Alors si déjà pour alpha positif, et donc quand on reste sur la demi-droite qui est ici, on voit comment déjà gérer la situation, ce sera pas mal. C'est ce qu'on a fait là, et donc comme on a dit, l'expression va être positive, mais à condition de travailler avec tous les couples XY qui appartiennent au disque de centre alpha alpha et de rayon epsilon égale alpha sur 2. Si on prend alpha sur 2, donc là quand alpha est positif, en prenant alpha sur 2, ça veut dire qu'on prend la distance qui est la moitié de celle qui va de l'origine du repère au alpha qui est noté ici, et donc le disque il va forcément être plus petit ici, et il va être sûr de rester dans le quart supérieur droit du plan. Et donc dans ce cas-là, aucun problème. Alors évidemment, là j'ai lu ça en disant alpha sur 2, mais en fait c'est pas vraiment alpha sur 2 qui est écrit, puisque j'ai mis valeur absolue de alpha, le tout sur 2. Alors ça c'est pour gérer la situation dans laquelle on se trouve lorsque, en fait, on bascule sur cette demi-droite ici, et qu'on bascule dans le quart inférieur gauche du plan.
C'est-à-dire que là, en fait, le alpha, il est négatif. Donc déjà, si j'avais mis epsilon égale alpha sur 2, avec alpha qui est négatif, ça m'aurait fait un rayon de disque négatif, ce qui aurait pas été génial. Mais l'idée, c'est que lorsqu'on bascule, donc côté gauche ici, c'est-à-dire dans le quart inférieur gauche du plan, là, eh bien, en fait, on a OK alpha qui est négatif, mais si on prend valeur absolue de alpha, ben ça fera la distance qui va de l'origine du repère à ce point-là. Et donc si on prend valeur absolue de alpha sur 2, ça fait la distance à moitié, enfin la moitié de la distance. Et donc comme ça on a le rayon qui arrive ici, et on est sûr que quand on prend tout le disque orange là, on est sûr qu'il va rester dans ce quart de plan là. Et donc on est à l'abri au niveau de ce qu'on voulait. Alors peut-être que j'aurais dû préciser ça quand même d'abord, c'est que même quand on bascule dans cette partie-là, donc dans ce quart de plan-là, en fait là maintenant avec un disque qui est comme celui-ci, le X lui, donc pour n'importe quel point dans le disque orange, l'abscisse elle va tout le temps rester négative, et l'ordonnée de tous les points qui sont dans la partie orange, ça va se lire ici, on va garder des Y qui vont être négatifs. Donc quand on va faire X fois Y, là maintenant on aura X qui est négatif, Y qui est négatif, donc le produit des deux va être positif. Donc comme on a toujours le carré au-dessus qui est positif, on va quand même bien conserver le signe positif de l'expression f de x et de y moins f de alpha alpha. Donc de ce point de vue-là, on a vraiment, donc quand je dis f de xy moins f de alpha alpha, bah ça va tout le temps rester positif à partir du moment où on travaille sur le disque de centre alpha alpha et de rayon epsilon égale valeur absolue de alpha sur 2. Donc avec ça, on peut aller regarder ce que ça donne, c'est-à-dire que comme c'est positif, ça veut dire que f de x et de y est supérieur ou égal à f de alpha alpha, donc ça veut dire vraiment que la surface, elle est au-dessus du disque gris, et si elle est au-dessus du disque gris, ça veut dire qu'on va avoir affaire à un minimum local. Donc ici, si on regarde ce que ça donne sur la petite animation, en fait, même si là on a donné un rayon précis qui fonctionne, en fait on se rend compte que même si on prend un rayon différent, mais à partir du moment où le disque orange reste dans le quart supérieur droit ou dans le quart inférieur gauche, de toute façon on aura bien un minimum local sans problème. Et ça rejoint l'idée quand même de ce qu'on avait vu à l'épisode 4, c'est-à-dire que ici on a vraiment trouvé, on a montré qu'il existait un rayon epsilon précis, qui est donné par valeur absolue de alpha sur 2, qui est strictement positif, et qui fait que pour tout xy dans le disque de centre alpha alpha, c'est-à-dire le point critique, et de rayon cet epsilon-là, on est sûr que f de xy moins f de alpha alpha a toujours le même signe et qu'il est même positif. Et ça, c'est exactement la caractérisation du fait que f admette un minimum local au point critique alpha alpha. Donc ça, c'est ce que l'on va conclure dans un instant. Je fais juste une remarque avant ça, c'est juste que quand le disque déborde en fait du quart de plan, comme on disait tout à l'heure, on constate que justement par exemple là dans cette partie ici à gauche, le x est négatif, le y est positif, et donc l'expression là n'est plus positive mais négative, donc ça veut dire qu'il y a des points de la surface qui vont arriver plus bas que 2. Donc c'est ce qu'on voit ici, que la surface est en mauve là, et on voit qu'il y a des points mauves ici en dessous en fait le disque gris, et donc c'est ça qui fait que ça coince. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un extrémum local, donc c'est juste ce qui se passe autour de A. Donc quand le disque est suffisamment petit, donc avec un rayon suffisamment petit, eh bien on n'a pas ce genre de problème, et c'est exactement ce qu'on a démontré ici. Autre chose par rapport à l'animation qui va suivre, on remarque que quand le disque est trop grand, on se rend compte que le disque, il y a des points dans le disque qui correspondent soit à la droite verte qui est ici, soit à la droite rouge qui est ici. Sauf qu'on avait vu que la droite verte et la droite rouge, c'était les points interdits pour la fonction f, puisque c'était ça par rapport à son ensemble de définitions. Donc ça veut dire que là, quand on représente
l'animation en 3D là, en fait il y a, comme ici on voit en mauve là, il y a une espèce de droite verticale, un truc un peu bizarre, et c'est un peu bizarre parce que justement il y a des points en fait interdits qui sont considérés en fait dans le calcul du logiciel que j'utilise. Et donc ça fait un peu bizarre, c'est pas tout à fait donc ce qui se passe dans la réalité si on veut. Mais bon, il faut être indulgent avec ce petit bug, et il faudra pas s'en étonner dans les prochaines animations qui viendront. Alors comme je disais, par rapport à ce que traduit en fait ce qu'on a démontré là, hein, c'est qu'on a bien un minimum local en chaque point critique de coordonnées alpha alpha, et dans ce cas-là, le minimum local, ça vaut f de alpha alpha, c'est-à-dire il vaut 2. Et donc si on veut regarder ça sur une petite animation, donc même quand le alpha bouge, en fait on voit que la surface reste toujours au-dessus du disque gris. Donc là il y a le petit bug parce que le disque orange passe dans dans une zone où il y a la droite rouge et la droite verte, mais sinon on voit que la surface reste tout le temps au-dessus du disque gris. Et donc ça confirme ce que l'on a démontré jusqu'à maintenant. Et si on regarde en fait la surface globalement, donc là en bleu, là c'est vraiment la surface sur son ensemble de représenté sur R étoile, croix R étoile, on voit ici justement qu'il y a 2 z égale 2 qui correspond au minimum local. On voit comment le bout de surface, la mauve qui a au-dessus du disque, on voit comment ça évolue par rapport à la surface globale. Donc là toujours le bug quand le disque orange passe dans la mauvaise zone, mais on a vraiment une situation où on voit qu'on a une droite de points critiques, et sur toute la droite, en fait, on voit qu'on a ça atteint le minimum local qui vaut 2. Là encore, hein, les petites dents là qu'on voit là au bout là sont aussi un petit bug au niveau du logiciel, les dents qui sont ici là. Mais ça c'est pas trop gênant. Et comme ça on a une vue globale de la surface complète qui représente donc du graphe de la fonction. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va s'attaquer aux autres points critiques qui étaient les points critiques de coordonnées bêta moins bêta, avec bêta toujours dans R étoile. Donc on avait calculé les dérivées secondes, donc il faut calculer R, S et T qui sont les dérivées secondes calculées en bêta moins bêta. Je vous laisse regarder ça plus précisément si ça vous intéresse. On trouve moins 2 sur bêta carré pour R, S et T. Quand on fait RT moins S carré, on simplifie et on trouve que ça fait, là encore, 0. Donc, comme précédemment, il faut réfléchir un peu plus. Donc on s'appuie sur soit le plan XOY avec la représentation des points critiques de coordonnées bêta moins bêta, donc ils sont tous sur la droite ici d'équation Y égale moins X. On peut aussi voir ça en 3D, mais ici du coup, comme le point critique a changé, hein, c'est bêta moins bêta, il va falloir calculer f de bêta moins bêta, donc ça va faire bêta divisé par moins bêta, plus moins bêta divisé par bêta. Donc ça va faire moins 1 plus moins 1, donc ça nous fait moins 2. Donc au niveau de la situation en 3D, il va falloir se placer à la verticale de A', mais à la hauteur z égale moins 2. Donc on va se placer au point A ici, qui est la troisième coordonnée de A, quand en z, ça vaut moins 2. Donc là encore, il faut se demander, est-ce que f de xy est plus grand ou plus petit, ou ni l'un ni l'autre que moins 2, mais en travaillant toujours localement autour de A' ou autour du point A, mais ce qui revient à se placer sur un disque centré en A' ici, que l'on peut visualiser là. Et savoir si c'est plus grand ou plus petit, etc. que moins 2, là encore, on va prendre un disque gris ici, qui se trouve à la hauteur moins 2, et qui est donc en fait, le disque gris, il est horizontal, mais dans le plan de hauteur moins 2. Et comme ça, on va encore pouvoir voir si la surface elle est au-dessus ou en dessous de A. Et comme ça, on pourra juger si on a affaire à un minimum ou un maximum local. Donc, ceci étant dit, il faut donc calculer f de x et de y moins f de bêta moins bêta et étudier le signe de cette expression pour avoir des infos.
Donc comme f de bêta, ça vaut moins 2, ça fait moins 2, donc ça nous fait plus 2. Ça ressemble beaucoup à l'expression précédente qu'on avait gérée pour le point critique alpha. On met tout cela au même dénominateur, on reconnaît une autre identité remarquable, mais ce qui compte toujours, c'est que comme tout à l'heure, on a le carré d'un nombre réel au numérateur divisé par x fois y. Donc le carré en haut, il est toujours positif, comme carré d'un nombre réel, et ce qui nous intéresse, c'est maîtriser x fois y. Donc ici, lorsqu'on travaille sur un disque tel que le disque orange qui est dessiné là sur ce dessin-là, eh bien en fait, si le disque orange reste dans le quart inférieur droit là de notre repère, eh bien on aura toujours pour tous les points dans le disque orange les abscisses qui vont être positives et les ordonnées qui vont être négatives. Donc on aura le x positif multiplié par le y négatif, ça fera un nombre négatif, avec le carré qui est au numérateur, on aura globalement un nombre qui sera négatif. Donc toujours aussi pareil, si le disque est trop grand, ça déborde, on maîtrise plus le signe de l'expression, c'est-à-dire qu'on maîtrise plus le signe sur l'ensemble de tout le disque. Donc là, il va falloir justement resserrer au maximum le disque, c'est-à-dire prendre un disque suffisamment petit pour avoir la garantie que le disque reste dans le quart inférieur droit. Dans ce cas-là, si on réussit à faire ça, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça nous fait donc forcément l'expression qui est négative, mais comme je disais, il faut absolument rester sur le disque de centre bêta moins bêta, et on va dire de rayon epsilon égale valeur absolue de bêta sur 2, puisque là, comme ça, en prenant, comme tout à l'heure, c'est vraiment en prenant bêta sur 2, c'est-à-dire qu'on prend la distance entre 0 et bêta, on prend la moitié là, et quand le rayon fait à peu près la moitié là, on est sûr que ça va pas déborder, ni à gauche de la droite verte, ni au-dessus de la droite rouge. Et donc dans ce cas-là, le disque orange reste dans la bonne zone, on maîtrise parfaitement le signe qui est négatif. Si on bascule si on bascule en fait dans le quart supérieur gauche, donc ici en haut à gauche, eh bien il faut déjà remarquer que si le disque reste bien dans cette zone-là, le x va tout le temps être négatif, et le y, lui, va tout le temps être positif. Donc x fois y va tout le temps être négatif, le carré est toujours positif, et donc ça reste bien négatif. Et en prenant le rayon qui vaut valeur absolue de bêta sur 2, eh bien ici encore, on aura le disque qui va être à peu près comme ça, et qui a la garantie, même si bêta est plus petit, si on prend le rayon qui est valeur absolue de bêta sur 2, tout le disque va bien rester dans le quart de plan qui nous intéresse. Et donc là, avec ça, ça passe relativement bien. Donc si on revient maintenant à la situation, avec ce qu'on a dit ici, ça veut dire que l'expression étant négative, ça veut dire que f de x et de y va être plus petite que f de bêta moins bêta. Donc ça veut dire que la surface, comme on le voit ici, va être plus basse que le disque gris. Alors si on regarde un petit peu sur l'animation, même quand le disque a un rayon qui grandit, tant que le disque reste dans le bon quart de plan, on voit bien que la surface reste toujours ici sous le disque gris, même si là c'est pas trop évident, mais quand le disque a un rayon qui grandit, on voit bien que tous les points de la surface, donc qui est mauve là, ça reste bien tout le temps en dessous, donc plus bas que la hauteur du point A. Et donc ça veut dire qu'on a un maximum local. Donc en conclusion, f présente un maximum local en chaque point critique, donc de coordonnées bêta moins bêta, avec bêta dans R étoile, et à chaque fois en fait le maximum local, il vaut f de bêta moins bêta, c'est-à-dire moins 2. Donc si on regarde pour avoir une vue un peu plus globale de tout ça, donc quand bêta varie, on voit qu'on a toujours la surface qui reste en dessous. On a encore le bug ici lorsque le disque se rapproche un peu trop de l'origine, parce que c'est là que le disque rencontre la droite rouge et la droite verte qui posent problème pour le domaine de définition de la fonction. Mais sinon, partout ailleurs, aucun souci. On a bien la situation qui correspond à ce que l'on a démontré, c'est-à-dire que la surface reste tout le temps sous le disque gris. Et donc ça confirme bien le maximum local qu'on a à chaque fois. Et si on regarde donc la surface
globale en fait de la fonction, ici en bleu là, et on voit que ici on a vraiment toute la droite des points critiques là qui va fournir en fait, qui va nous amener sur un maximum local, et donc justement on est en z égale moins 2, et qui confirme donc ce qu'on a démontré par le calcul. Donc là encore le bug parce qu'on passe dans la mauvaise zone, mais en dehors de ça, pas de problème, et on a vraiment le maximum local en fait en chacun des points critiques. Donc là sur la vue globale, histoire d'imaginer un peu ce que ça donne, vue de dessus, et voilà pour cet exemple 2. Si vous n'êtes pas complètement dégoûté avec le cas rt moins s carré est égal à 0, vous pouvez enchaîner avec l'exemple 3 qui révélera d'autres techniques pour aborder ce cas épineux.